Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, aujourd'hui on voulait vous présenter notre nouveau studio. Dernier cri, clairement, il est à la pointe de la technologie, vous allez voir. Oui, bon d'accord, je dis pas. On a encore un petit peu de travail. Il y a une poutre en plein milieu, l'isolation c'est pas forcément le top du top. Quant à la toiture, quand il pleut dehors, il pleut dedans. Bref, on va devoir adapter un peu notre manière de travailler. Du coup, pour les prochaines vidéos, on va être en mode podcast. Mais promis, vous reverrez bientôt sa trombine. Oui, enfin, bientôt, on verra quoi. Allez, on s'y met. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas analysé un texte de l'échiquier de Normandie. Donc, je me suis dit qu'il était temps de remettre le couvert. T'entends quoi par longtemps? Parce que moi, je l'ai encore en tête le dernier, et on va pas se refaire toute l'histoire de l'institution quand même. Mais non, cette fois on va faire un truc cool. On va faire du droit et de l'histoire institutionnelle. Bon, et un peu de paléo aussi. Ouais, un truc cool quoi. Tout à fait. L'écriture est ici assez posée et sans trop de surprises. D'ailleurs, c'est assez logique puisqu'on copie dans ce registre des lettres et actes envoyés à l'institution afin de demander un recours dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et les lettres originales, elles sont où? Probablement disparues aujourd'hui. C'est donc la dernière trace qu'il nous reste. Mais c'est déjà bien. Allez, on enchaîne. Générique. Reprenons tranquillement. Dans ce cas, il s'agit d'une lettre envoyée par le bailli aux gens tenant à Rouen l'échiquier. Pour la séance de la Saint-Michel, l'an de grâce 1403, comme l'indique le début du registre. Toutefois, la lettre qu'on étudie quant à elle est datée du 1er juin 1400, c'est-à-dire à peu près à l'époque où le Diepois Jean de Béthencourt conquiert les îles Canaries. Bon, ça n'apporte strictement rien à notre propos du jour, mais ça me permet de poser un contexte qui parle à tout le monde. Et puis, ça permet de montrer de belles images du Canarien, le journal de campagne de l'expédition. Faudra qu'on en parle un jour de ce document quand même. Mais bref, revenons à nos moutons. Cette affaire est classée avec celle du bailliage du Cotentin, dont le siège se trouve à Coutances. Avec Alençon, Caen, Caux, Évreux, Gisors et Rouen, il s'agit de l'un des grands bailliages de Normandie. Autrement dit, ça veut dire qu'il y aurait de petits bailliages? C'est un peu l'idée. Du grand bailliage de Coutances dépendent les bailliages secondaires de Saint-Lô, de Saint-Sauveur-Lamblin, de Saint-Sauveur-le-Vicomte et, par exemple, de Mortain. Exemple pris totalement au hasard, je suppose. Il s'avère que notre acte concerne justement le bailliage de Mortain. C'est bien ce que je disais. Le ressort secondaire de Mortain regroupe 71 communautés de paroisses, ce qui correspond à plus de 13 000 feux, soit environ 55 000 justiciables. Attention, les chiffres correspondent à la fin du XVIIIe siècle, il faut donc les considérer avec distance. Mais, actuellement, on n'en trouve pas d'autres plus fiables. Avant d'attaquer le détail de cet acte, je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur. Et pour cause, cette écriture présente pas mal de caractéristiques qu'on retrouve dans d'autres manuscrits de la même époque. C'est-à-dire au tout début du XVe. Ainsi, les lettres sont de plus en plus liées entre elles à l'intérieur des termes. Comme on le voit dès le XIVe siècle, les clercs cherchent donc à lever moins la plume que par le passé. Ah oui, si on regarde les deux textes de loin, on voit bien une différence notable. Si on voit bien que les lettres sont déjà liées à l'intérieur des mots, on est quand même à des années-lumière des écritures à la cursivité qui peut être particulièrement échevelée au XVIe siècle. Mais même sans ça, c'est flagrant. Ainsi, déjà au début du XVe siècle, la cursivité se développe et favorise l'apparition de boucles et de grandes courbes, notamment dans les astes. Petit point mnémotechnique. Le terme de haste a un T dedans. Ce sont donc les traits au-dessus de la ligne. Alors que la hampe a un P. Ce sont donc les traits sous la ligne. Facile, non? À cette époque, les lettres C, E et T sont faciles à confondre. Cette ligne est intéressante par exemple. La lettre D prend une forme ronde avec une brisure plus ou moins marquée au niveau de la panse. C'est la partie courbe posée sur la ligne d'écriture.
Les éléments saillants des S et des F sont très marqués et le S terminal à double aigrette se renferme sur lui-même. Sans transition, Sans transition, c'est donc la journée de la femme. Nous pensons à toutes les femmes, et en particulier à la première dame de France. Que fait Madame Chirac pendant que son mari est en voyage officiel? Regardez. je disais donc sans transition, mais toujours de manière générale, on va essayer de comprendre la procédure à laquelle on a affaire. Celle-ci n'est vraiment pas d'une clarté limpide et demande un peu de temps. C'est régulièrement le cas avec les actes juridiques qui ont souvent une structure complexe et parfois difficile à résumer. En fait, c'est simple. C'est vous qui faites le travail. Je fais que superviser. Sans avoir vraiment le détail, on comprend qu'il y a un antagonisme Appelé d'escorte dans l'acte. entre Michel le Monnoyer et Jean Dubreuil. Il est surnommé Toureau, sans doute parce qu'il s'agit du patronyme de son épouse. La nature du conflit touche à la gestion des biens des enfants mineurs de Raoul le Monnoyer, dont le tuteur est justement Michel, l'une des parties de la procédure. D'accord, et c'est quoi le problème? En tant que tuteur, il aurait cherché à avoir la possession de certains biens liés à l'héritage. Normal, quoi. Bon, on attaque la transcription? À tous ceux qui ces lettres verront ou auront, Jean Leclerc, commis de par noble. En position initiale, on rencontre une petite lettrine. On en trouve d'autres dans le registre et l'idée est clairement de s'inspirer des manuscrits médiévaux. Ouais, on est quand même loin des belles enluminures médiévales. Oui, hein, là c'est vraiment simpliste, mais on comprend l'idée. Ça fait ressortir un acte de manière très lisible. Lisible, il est pas si évident que ça à lire. Hein. Du point de vue paléo, on a quelques petites choses à dire. Déjà, dans le terme de ce, on rencontre une lettre L avant le pluriel. La présence de cette lettre sert surtout à permettre la bonne lecture du U avant une consonne. Du point de vue de la lecture, cette orthographe vise aussi à signaler qu'il faut bien lire le terme d'un seul bloc, sans rupture. À l'origine, la lettre servait à marquer une prononciation, mais elle est devenue muette. Elle ne sert alors plus qu'à marquer le pluriel. Ici, c'est un S, mais ça pourrait aussi bien être un X. Lettre connaît une abréviation par... Attends, je sais. Par contraction. On a le début avec un L et la fin avec RES. Bingo! Le tout signalé par un simple tilde. Dans verront ou auront, on observe une ligature double R bouclée, qui est assez symptomatique et trompeuse. Il faut vraiment apprendre à la reconnaître parce qu'elle n'est pas toujours évidente, comme dans le prénom Pierre en 1580. Et c'est d'autant plus vrai quand l'association des deux lettres est marquée, comme dans notre lettre du début du XVe siècle. Effectivement, mais ça reste pas évident. Dans un autre contexte, enfin je le sens pas ton truc. Enfin, sur cette ligne, le terme de commis connaît une abréviation différente de tout à l'heure, puisque c'est cette fois un tilde de nasalisation. Dans ce cas, aussi surprenant que cela puisse être, l'abréviation ne remplace qu'une seule lettre. Eh oui, mais cette abréviation est d'origine médiévale, et elle appartient donc à une longue tradition. Tradition qui se maintient durablement. Par ailleurs, dès cette première ligne, on sait qu'on a affaire à une tournure d'acte assez classique. Comme tous les actes de juridiction laïque, celui-ci commence par une simple formule de salut. On trouve même le terme de salut directement dans le texte. La formule vise à indiquer l'autorité pour laquelle on établit, c'est-à-dire ici au nom du bailli, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Cela permet également de souligner les qualités de celui qui écrit. Et c'est important, puisqu'on sait directement où on se situe et à quoi on a affaire. De plus, d'un point de vue méthodologique, ce genre de formule est essentiel, mais trop souvent négligé. En même temps, on les connaît par cœur, donc pourquoi tu veux qu'on s'y attarde encore? Il est essentiel de prendre le temps dessus, justement parce qu'on connaît la formule. Non, je m'excuse, je vois toujours pas le rapport. Attends, je t'explique. Avec cette formule hyper classique, tu as un boulevard pour les comparaisons. Je te donne quelques exemples particulièrement significatifs. Le terme de lettre, par exemple, se retrouve ailleurs. Dans des contextes où c'est parfois plus compliqué à lire. Et ça marche aussi avec les lettres. Le C minuscule, par exemple, qu'on trouve ici en position initiale et terminale, se retrouve partout. Pourtant, on l'a dit, le C est facile à confondre. Dans ce cas, la comparaison est donc centrale. Et oui, le C à la fin du patronyme Leclerc est à mettre en regard de Véron ou Auron. Et là, aucun doute n'est permis. Ce n'est pas un T. Et voilà.
C'est en cela qu'il est particulièrement impératif de s'arrêter sur cette formule et de la décortiquer, même et surtout si elle nous paraît facile à lire. Homme Messire U, seigneur de Doncquer, chevalier chambellan du roi, notre sire. Et bailli de Rouen, à la garde du sel des obligations de la vicomté du dit. Sur ces 2 lignes, on a quelques petites choses à dire. Mais je ne me suis pas arrêté sur la première puisqu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Le terme d'homme connaît un tilde de nasalisation, Comme dans commis qu'on a vu tout à l'heure. alors que chevalier et notre connaissent des abréviations par contraction. Oui, mais il me semble que chevalier est un peu particulier. Excellente remarque. Il s'agit d'une double troncature non consécutive. Et en langage simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 contractions qui ne se suivent pas dans un même terme. Le tout avec seulement un tilde par économie. Enfin, dans notre sire, on rencontre également un joli S barré qui ne pose pas de problème majeur tant il est tracé de manière classique. Sur la seconde ligne, pas trop de surprise. On a simplement un « et » tyrrhénien dans sa forme la plus classique que l'on rencontre par ailleurs. Observez attentivement. Parfois, des exemples sont plus parlants qu'une longue explication. Néanmoins, il existe d'autres graphies tout aussi courantes au XVIe siècle. Dans le toponyme de Rouen, les 2 jambages peuvent poser problème. Il s'agit ici de brisures d'apparat qui servent généralement pour les titres ou les mots importants. Ils peuvent être confondus avec un double R anguleux. Regardez par exemple la lettre R dans le terme de garde qui suit. Ah oui, effectivement, ça y ressemble. Mais parce qu'il y a un mais, lorsque le clerc qui rédige cet acte utilise les doubles R, il ne choisit pratiquement jamais l'option du double R anguleux. Ouais, donc c'est réglé. Sauf que non. Ne pas trouver ne veut pas dire que c'est impossible. Oh là là. Cela veut juste dire que l'option est improbable. Mais il ne faut pas fermer la porte et simplement déplacer son curseur de vraisemblance. En ce qui concerne le cel des obligations, on rencontre 2 variantes possibles. Ainsi, cel est fréquemment orthographié avec un C ou un double E, Et souvent, la différence n'est pas facile à faire. tout comme la variante d'obligation avec un C est tout à fait classique au début du XVe siècle. Et puis, phonétiquement, ça ne change pas grand-chose. Effectivement. Par ailleurs, le garde-cel est l'officier préposé pour sceller les expéditions. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Je disais donc, le garde du sel a un rôle non négligeable. Notamment parce que le tabellion n'est pas supposé être présent en permanence au siège du tabellionnage. Et, quoi qu'il arrive, dans ou en dehors de sa maison, pour que le travail du notaire soit achevé, il faut compter sur l'intervention du garde du sel. Ainsi, on prévoit qu'il passe 2 fois par jour au siège pour sceller les actes. Mais le titre est finalement confondu avec celui de notaire, par décision royale, ce qui permet de gagner pas mal de temps et d'efficacité. Pour le reste, il convient aussi de s'arrêter sur ce qu'on lit et de faire des recherches. Messire U, seigneur de Doncquer et bailli de Rouen. On en sait un peu plus sur lui? On sait qu'il a d'abord été juge au bailliage de Caux de 1391 à 1398, avant d'être nommé à Rouen par une lettre du duc de Bourgogne Philippe le Hardi. Comme souvent en Normandie, cet officier semble se montrer relativement zélé dans son action au quotidien. Et oui, il réside sur place et visite régulièrement le domaine du roi. D'ailleurs, il tient souvent les plaides lui-même. Il se donne à voir comme un partisan d'une justice musclée et efficace. Par exemple, U de Doncquer vérifie la bonne exécution des peines et il s'assure attentivement à ce que les sergents et le bourreau soient payés. En même temps, une grève de bourreau, c'est vite un problème. Par contre, j'ai une question peut-être bête, mais c'est pas mal comme charge, non? Il doit être plutôt aisé. Ça reste discutable. On sait qu'il ne s'enrichit pas avec l'exercice de sa charge. Et on sait, par ailleurs, qu'il termine sa vie insolvable, probablement en juillet 1406, soit seulement 3 ans après notre acte. Cela dit, ça ne nous dit pas grand-chose sur sa fortune au cours de sa vie.
Aisé ou pas, il est le représentant d'une institution ancienne, mise en place par Henri II Plantagenet, alors duc de Normandie, Et roi d'Angleterre. qui fait de chaque comté un bailliage. Historiquement, le bailli sert militairement et joue un rôle dans la police générale. Mais il possède aussi un rôle judiciaire. Effectivement, il doit rendre la justice au nom du duc. D'ailleurs, son rôle est jugé si efficace que Philippe Auguste copie l'institution pour la mettre en place à l'échelle du royaume. En outre, dans le détail, un édit de 1536 revient sur les compétences de ce bailliage. Oui, mais du coup, c'est anachronique par rapport au texte qu'on étudie. C'est une bonne remarque. Effectivement, ça l'est. Mais l'édit de Crémieux vient surtout acter et harmoniser des pratiques anciennes. Le bailli juge, tant au civil qu'au criminel, en première instance, toutes les causes concernant les nobles, ainsi que diverses autres causes royales. Et est-ce que déjà à l'époque on peut faire appel de la sentence? Oui, il y a un appel à l'échiquier, puis plus tard au Parlement. Mais, pour faire simple, le bailliage reçoit aussi des causes en appel des vicomtes ou des juges seigneuriaux par exemple. Ah oui, d'accord, super le millefeuille. En fait, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Pour en revenir à nos moutons, comme le souligne Virginie Lesage, professeure d'histoire de droit, l'institution de bailli évolue à travers le temps. Par exemple, le nombre de bailliages ne cesse d'augmenter au cours du temps. On passe de 42 bailliages et sénéchaussées à une centaine en 1614 et à plus de 400 en 1789. Et comment on fait ça? C'est quand même pas juste une opération magique. C'est presque magique. On fait des démembrements de bailliages existants. Et on profite également des conquêtes aux frontières. Ça m'a encore l'air très clair tout ça. L'ensemble du millefeuille provoque des superpositions de ressorts, avec une multiplication d'enclaves. Et sur le terrain, la situation peut paraître bien complexe pour les justiciables. C'est à quel sujet? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Veuillez vous adresser au guichet 2. Consultez l'huissier. Le guichet 2. Je vous ai déjà dit que le port est au bord de la mer. Oui, Vous mademoiselle. ne vouliez pas que s'occuper? Mademoiselle. Oh, par je disais, est-ce que les gens peuvent être désagréables? Le petit déjeuner. Et vous pouvez vous adresser au guichet 35? Blablabla. Cela dit, globalement, ils savent bien de quel ressort ils dépendent, et c'est surtout des batailles entre juges. Tout à fait. Et clairement, avant 1552, les bailliages restent les institutions les plus importantes en province. Mais après les parlements, bien sûr. De fait, il ne faudrait pas avoir une vision monolithique. Les bailliages de la fin du Moyen-Âge n'ont strictement rien à voir avec ceux de la fin de l'époque moderne. Et en même temps, il y a quand même quelques centaines d'années entre les deux. Confronté à la complexité de plus en plus croissante des missions du bailliage, on adjoint au bailli des lieutenants. Ceux-ci se déplacent dans les sièges secondaires à la place du bailli. Et très rapidement, les baillis n'ont plus qu'une charge honorifique. Ils se la coulent douce, quoi. D'ailleurs, le roi ne s'y trompe pas, et entend nommer lui-même les lieutenants de bailli, à partir de l'ordonnance éditée en 1510. Ce qui permet de renforcer le contrôle sur les baillis. Pas bête la bête. De plus, le fait que la procédure se déroule devant le bailli, ça nous en dit un peu sur la procédure qui se cache derrière cet acte. Celle-ci devait être orale et contradictoire, ce qui sous-entend que les plaidoiries sont uniquement orales. Comme l'acte le stipule plus loin, il est évidemment possible de produire des témoins. Avant que le tribunal ne prononce sa sentence. Vous voyez qu'avec seulement quelques lignes, quelques petites recherches permettent d'en dire beaucoup sur les institutions d'Ancien Régime. Continuons. Lieu, salut. Comme décor fut mu entre maître Michel Lemonnoyer, vous avez donc reconnu la fin de la formule du salut, et le début de l'acte concret de fait. Comme et le patronyme Lemonnoyer comportent tous deux... Un tilde de nasalisation. Comme on l'a vu précédemment. Par contre, maître offre une nouvelle abréviation qui est dite en R. L'a bien mal nommé parce que ça enlève re, là, et pas le son R. Et oui, mais c'est parce que cette abréviation d'origine médiévale sert surtout pour remplacer les digrammes contenant la lettre R. C'est d'abord et avant tout le son R, mais aussi re, ar ou ri, par extension. Bien qu'ancienne, cette abréviation reste largement en usage jusqu'au XVIIe siècle. Porteur de certaines lettres faites ou non de feu Raoul Lemonnoyer et d'un... L'adjectif certaine offre une nouvelle abréviation.
Dans ce cas, il s'agit d'un C tilde que l'on rencontre dès le Moyen-Âge. Durant l'époque moderne, la jolie apostrophe se transforme quasi systématiquement en un tilde circulaire. Comme on peut le voir ici. Et là. Mais parfois, on est plus proche de ce qui se faisait durant l'époque médiévale, comme là, ou là. Bref, vous l'aurez compris, mais en fait, tout est permis. Ou non de doit se lire comme en le. On l'avait déjà rencontré. C'est issu du moyen français. Et oui, pas de surprise, c'est un grand classique. Décret fait et passé par vertu desdites lettres d'une part, et Jean Dubreuil, cette ligne n'offre pas grand-chose de neuf, en dehors d'un nouveau type d'abréviation. Il s'agit du P barré. Tracé à partir du P droit, la lettre spéciale est facile à identifier. Voilà. Pour le reste, un et tyrrhenien et quelques contractions, bon, rien de bien méchant. Attends, un C devant le T dans dite, avec une référence étymologique, mais pas dans lettre. C'est assez curieux, non? Ah oui, c'est un acte du tout début du XVe siècle. Une petite recherche Google montre que ce n'est pas si surprenant. Et comme il n'y a pas de haste, c'est bien une lettre C qu'il faut lire. Les clercs peuvent enchaîner les variantes suivant des logiques que la raison ignore. Il faut faire avec. Dit Toureau, d'autres, en la dépendance de ce que le dit maître Michel, comme. Pareillement, sur cette ligne, rien de bien neuf. Une abréviation en R dans d'autres et maître, ainsi qu'un tilde de nasalisation pour comme. Rien de bien neuf, mais t'as quand même évité le terme de dépendance. Tu as raison, puisqu'il s'agit d'une nouvelle abréviation. Dans ce cas, c'est une suspension. Puisqu'on a le début du terme sans la fin. Le tout signalé simplement avec un tilde qui surmonte ici la partie terminale. Conduit des enfants d'Udi Raoul et porteur desdites lettres, avait voulu... Voulu, orthographié, volu, c'est normal. En matière de conjugaison, pour vérifier ce qui est probable ou pas, ce qui est normal ou pas, le mieux est souvent d'utiliser la partie conjugaison du site Micmac, Mic. Ah, qui a choisi ce nom? C'est une véritable mine d'or, cependant, sur la conjugaison de l'ancien français, réalisée par des universitaires japonais. Et si on regarde bien, au participe passé, on trouve bien cette variante de voulu, qui est tout à fait acceptable pour l'époque du texte qu'on étudie. Avoir la possession de certains meubles et héritages. Une fois n'est pas coutume, j'arrête l'analyse en plein milieu d'une ligne. Parce qu'il s'agit bien là d'une rupture logique dans la structure. En même temps, vous aurez compris qu'on fait l'analyse au fur et à mesure, presque du mot à mot, donc il faut bien couper à un moment ou à un autre. Il est donc logique de couper à cet endroit, même si ça fait un peu bizarre et je m'en excuse. Toujours est-il que cette première partie nous a permis de faire ressortir pas mal d'éléments sur les rouages institutionnels d'Ancien Régime. Alors qu'on ne dirait pas comme ça, mais pourtant, c'est un acte tout ce qu'il y a de plus banal. Oui, vraiment là, rien de surprenant pour le moment. Mais c'est un bon exemple de ce qu'on peut dire en effectuant quelques recherches pour essayer de comprendre un acte. Quand on transcrit un document, c'est toujours important de prendre le temps de comprendre. En attendant le mois prochain qui nous permettra d'entrer dans le cœur de l'affaire qui nous intéresse, tipeuses, tipeurs, futures tipeuses et futurs tipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.